Bonjour et bienvenue sur Style Comics, la chaîne consacrée à l'art graphique des comic books. Je suis Suprématon et aujourd'hui je vous propose de vous parler d'un de mes artistes préférés, Darwyn Cooke. J'ai toujours eu l'impression que malgré la pluie de récompenses qu'il a reçues pour ses créations, Darwyn Cooke n'a jamais été reconnu à sa juste valeur par la grande majorité des lecteurs de comic books. Dans un sens, c'est compréhensible. Cooke a percé au début des années 2000 avec un style mixant l'animation, le design publicitaire et les comics des années 50 à 70, des héritages en total décalage avec les courants de l'époque. Il n'a jamais été mis non plus sur des séries importantes, s'est toujours tenu loin des grands events et même de la continuité dans la mesure du possible. Pourtant, ses dernières productions, que ce soit New Frontier chez DC ou sa série d'adaptation des romans de Donald Westlake chez IDW, lui ont apporté une certaine notoriété, à défaut d'en faire une star, ce qui de toute façon ne semblait pas être son objectif. Mais alors pourquoi son œuvre ne semble-t-elle pas aussi incontournable que celle d'un Frank Miller, plus discutable et inégal, ou celle d'un Alan Moore, moins accessible et moins fun? En y réfléchissant, je me suis dit que c'était peut-être son style graphique qui crée un a priori négatif à son égard. Vu au pire comme un simple dérivé de celui de Bruce Timm, il a été au mieux limité à deux approches cartoon, celle lumineuse de New Frontier et celle plus sombre de Parker ou Catwoman. Mais cette vision s'avère en fait très limitée car Darwyn Cooke était capable, comme un bon musicien, d'adapter subtilement sa patte graphique en fonction du récit, en choisissant ce qu'il fallait en garder, ce qu'il fallait y ajouter ou ce qu'il fallait en changer. Cette vidéo a donc pour objectif de vous faire découvrir ou redécouvrir la large palette de ce génie regretté en vous proposant un petit tour non exhaustif de mes 13 styles préférés de Darwyn Cooke. Dans cette histoire courte mettant en scène l'énigmatique sorcier de la Justice Society of America, Darwyn Cooke rend hommage à Howard Sherman, dessinateur et co-créateur du personnage avec Gardner Fox dans les années 40. En plus d'adopter une structure de page en 8 cases typique de l'époque, il va aussi opter pour des cadrages larges permettant de voir le héros dans son entièreté, comme c'était souvent le cas au Golden Age du comics. Il travaille aussi ses ombres pour les texturer à l'aide de nombreux traits, renforçant ainsi l'ambiance horrifique de l'histoire tout en évoquant, là encore, le dessin détaillé de Sherman. Si l'exercice de style et l'hommage sont réussis, Cooke semble cependant pris entre son trait naturellement dynamique et le caractère figé de certaines vignettes. Le clin d'œil fonctionne donc, mais le style manque un peu de spontanéité au final. En dehors d'une première histoire courte publiée dans sa jeunesse, Batman Ego est le premier vrai comics de Darwyn Cooke publié chez DC. Si son talent pour le découpage et la mise en scène y est déjà indéniable, je trouve que son style graphique est encore un amalgame de nombreuses influences. Son anatomie rappelle bien sûr Jack Kirby, son Joker s'appuie sur les designs de Jerry Robinson et Bill Finger, et son approche globale des personnages et des décors évoque évidemment la série animée Batman de Bruce Timm. Mais Cooke semble parfois encore hésiter entre la simplification des traits et l'inclusion de détails très poussés, comme dans la texture des gants notamment. Ce prototype du futur style de l'artiste semble donc poser des bases solides, à défaut d'être encore pleinement assumé ou maîtrisé. Après une première collaboration fructueuse avec l'immense scénariste Ed Brubaker, dont je parlerai un petit peu plus loin, Darwyn Cooke relance avec lui la série consacrée à Selina Kyle, alias Catwoman. Il lui design pour l'occasion un nouveau costume, optant davantage pour la praticité que pour la mise en valeur de son anatomie. Son style paraît alors plus constant que dans Batman Ego, même si certaines poses peuvent paraître un peu plates ou figées. L'artiste nous gratifie d'une ligne claire et soutenue par quelques ombres dans la lignée de ses futurs travaux. Mais l'ancrage précis et propre de Mike Allred a eu selon moi un effet à double tranchant sur ses planches. D'un côté, l'auteur de la série Mad Men apporte toute la rigueur de sa plume pour rendre parfaitement visibles des pages chargées en cases et donc en traits. Mais de l'autre, j'ai parfois eu l'impression que cet ancrage venait rigidifier le dessin de Cooke qui nécessite, à mon avis, un coup de plume plus brut, moins léché, pour restituer toute l'énergie de son trait. L'anthologie solo a permis à Darwyn Cooke d'avoir carte blanche sur plus de 60 pages. Il en a donc profité pour y proposer des histoires n'ayant aucun rapport avec l'univers de DC ou des super-héros. C'est ainsi qu'il a livré ce charmant petit récit, sans doute un peu autobiographique, autour de la découverte de la peinture par un jeune garçon. Si on y retrouve le trait un peu cartoon de l'artiste et son sens aigu de la juste simplification, il a ajouté deux éléments vraiment intéressants. Tout d'abord, les ombres sont cette fois-ci réalisées à partir de crayonnés et non pas d'aplats d'encre noire. Cela lui permet de travailler davantage les volumes et de garder un visuel globalement léger.
Il opte aussi pour une colorisation simple, basée seulement sur 2 couleurs, choix qui préfigure ce qu'il fera plus tard pour ses adaptations des romans de Donald Westlake. Ce style évoque plus l'illustration de livres pour enfants que le comics, mais fonctionne parfaitement, renforçant l'impression de voir défiler sous nos yeux un souvenir heureux à travers le regard d'un jeune futur artiste. Darwyn Cooke a dessiné quelques histoires et couvertures pour la série western écrite par le duo Justin Gray et Jimmy Palmiotti. Son style varie légèrement d'une histoire à une autre en fonction de l'ambiance, mais j'ai souhaité retenir celle-ci mettant en scène l'histoire tragique de la belle Tallulah Black. Cooke y propose en effet 2 petites variations intéressantes de son style. Tout d'abord, il opte pour un trait fin pour l'ensemble de son ancrage, ne créant même pas de différence entre les décors et les personnages. Ce choix un peu inhabituel ne nuit pas pour autant à la lisibilité de la planche, mais renforce l'impression que les protagonistes sont liés à leur environnement, ce qui semble cohérent avec la réalité de l'époque. La deuxième variation concerne le fait que Cooke ne recourt pas à des aplats de noir pour les ombres, mais leur préfère des hachures ou des traits multiples. J'ai trouvé ce choix vraiment intéressant, car en plus de donner aux matières et textures un aspect usé, il renforce selon moi l'idée que le soleil est si écrasant que l'ombre elle-même peine à exister. Cette histoire courte fait partie d'un hommage à l'éditeur Julius Schwartz, initié par DC Comics en 2004. L'idée était de proposer à des auteurs d'inventer une intrigue à partir de couvertures de numéros de la série DC Comics présente, qu'éditait Schwartz dans les années 80. Ce concept était un clin d'œil au fait que l'éditeur avait parfois l'habitude de commander des couvertures à un artiste autour d'une image clé, avant ensuite de confier le soin à une autre équipe d'inventer l'histoire qui irait avec. Darwyn Cooke y collabore ainsi avec le légendaire Stan Lee pour le script et bénéficie du talent de J-Bone pour l'ancrage et de la palette de couleurs lumineuses de Dave Stewart. Ensemble, ils proposent 11 pages incroyables baignées d'un charme rétro indéniable. Utilisant un style résolument cartoon, Cooke ne singe pas pour autant la série Superman des années 90, ni même celle de Max Fletcher. Il opte plutôt pour une idéalisation de l'American Way of Life typique des années 50 et la mélange avec une science-fiction délicieusement kitsch des comics de Superman des années 60. Avec ses visages légèrement caricaturaux et ses postures slapstick, il propose ainsi une représentation positive, optimiste et légère de l'homme d'acier que j'aurais aimé voir plus souvent. A noter que si vous avez aimé ce style, vous pourrez le retrouver sur 2 histoires de Spider-Man parues dans l'anthologie Tangleweb au début des années 2000. Sur un scénario de Paul Grist, un autre artiste spécialiste de l'épure, Darwyn Cooke propose cette fois-ci des planches en noir et blanc et nuances de gris. C'est une nouvelle démonstration de sa capacité à adapter son style pour créer l'ambiance la plus appropriée à l'histoire racontée. Il profite ainsi de ce récit sur la thématique des gens transformés par la vie en monstres pour adopter des codes graphiques des films d'horreur en noir et blanc. Il livre des planches qui évoquent aussi bien l'expressionnisme de films tels que Le cabinet du docteur Caligari que le surréalisme des films de Buñuel et Dali. Déployant toute sa maîtrise dans la construction des formes à base d'aplats de noir, il simplifie au maximum chaque case pour n'en garder que l'essentiel, s'autorisant même le recours à de simples silhouettes. Cette approche est d'ailleurs brillante dans son traitement de Batman qu'il représente ainsi dans les premières pages comme un être presque fantastique, en veillant à ne jamais le montrer autrement que furtivement ou avec des décadrages. Cooke utilise enfin habilement les dégradés de gris pour accentuer l'effet d'éclairage contrasté, typique des anciens films d'horreur, mais aussi pour donner du volume aux personnages ou encore pour les faire ressortir sur les décors. Bref, en seulement 8 pages, cette histoire est un petit bijou artistique. Ces 2 histoires, qui rendent hommage intelligemment à des piliers du comic book, ont permis à Darwyn Cooke de pousser un peu plus loin le style développé sur New Frontier, à savoir ce mélange entre un réalisme documenté et parfois cruel, avec un trait épuré, baigné d'une sorte d'optimisme parfois désenchanté. Parfaitement colorisé par Dave Stewart sur The Spirit et Phil Noto sur Minutemen, les pages sont chargées de cases mais restent totalement lisibles. Cooke semble entièrement focalisé sur la narration par l'image et tout ce qu'il dessine ne semble être là que pour servir le flux du récit, l'acting des personnages ou la crédibilisation des lieux. Mais ce que je trouve le plus fascinant dans ce style, c'est sa capacité à proposer un équilibre entre l'iconisation nécessaire des figures héroïques en costume et la représentation fidèle mais adaptée aux comics du monde réel. On pourrait en effet avoir tendance à penser que le dessin un peu cartoon de Cooke est parfait pour dépeindre le côté fun de la rencontre entre Batman et le Spirit, mais ne convient pas en revanche au thème plus sérieux et dramatique traité dans Minutemen. Mais je pense au contraire qu'en créant un univers graphique unifiant sous un même trait le monde réel et les justiciers aux costumes rétro, Cooke arrive à montrer simultanément
que ces héros sont certes ridicules dans la réalité, mais qu'ils s'imposent tout de même comme les derniers étendards d'un héroïsme idéalisé, naïf mais sincère, dans un monde déjà en proie au pessimisme, au cynisme et au repli sur soi. Peu après Batman Ego, Darwyn Cooke s'associe à Ed Brubaker pour relancer la série Catwoman. Il commence par une histoire mettant en scène le détective privé Samuel Emerson Bradley, dit Slam Bradley, un très vieux personnage apparu justement dans le premier numéro de Detective Comics. Dès les premières pages, on remarque que Cooke affirme son amour du polar et pose les bases du style visuel qui fera le succès de la série d'adaptation de Parker. Son ancrage est fait de traits noirs épais et d'aplats ténébreux, ses décors sont remplis de petits détails parfaitement dosés et il donne à ses protagonistes des gueules de cinéma mémorables. Cooke va ensuite pousser ce style encore plus loin dans son magnifique graphic novel Selina's Big Score. Il utilise moins de traits de contour et va définir au maximum les décors, les objets et les personnages uniquement à l'aide d'aplats de noir. Il n'hésite pas à utiliser de simples silhouettes pendant des séquences d'action et privilégie les scènes dans des lieux sombres. Mais ce choix ne se fait jamais au détriment des détails et de la lisibilité. Cooke parvient à restituer les architectures et les designs des lieux visités, notamment à travers ses superbes pages composites. Enfin, il utilise sciemment ce sens de l'abstraction pour renforcer encore plus la vitesse et l'impact de ses scènes d'action, finissant de souligner l'urgence et la brutalité de cette dramatique histoire de braquage. Comme je le disais précédemment, le style de New Frontier semble fondateur de celui utilisé par Cooke par la suite sur The Minutemen et The Spirit. On y retrouve la même envie de faire cohabiter de façon cohérente des éléments du monde réel avec des super-héros, de la science-fiction ou du fantastique. Mais il y a dans les planches de The New Frontier deux qualités graphiques qui, selon moi, les rendent bien meilleures que celles des œuvres qui l'ont suivi. Tout d'abord, je trouve que Cooke y déploie une plus grande variété d'ambiances et parvient à chaque fois à les distinguer sans qu'elles dépareillent les unes par rapport aux autres. Il passe avec la même virtuosité d'un affrontement avec un T-Rex dans une île perdue à un combat urbain entre Flash et Captain Cold, d'un drame rural sur fond de racisme à de la SF paranoïaque typique de la guerre froide, ou d'une scène de combat aérien à un sauvetage spatial. Et à aucun moment, le lecteur a l'impression de changer totalement d'univers ou de comics. La seconde qualité graphique réside dans le choix de l'artiste d'utiliser une structure de page en 3 cases horizontales. S'il sait évidemment y faire entorse pour augmenter la vitesse de certaines scènes ou au contraire proposer de superbes splash pages, Darwyn Cooke conserve ce template dans la majorité des planches et montre les infinies possibilités de cadrage qu'il permet. Il exploite ainsi ce large scope pour donner encore plus de souffle à certaines scènes d'action, pour organiser la scénographie des dialogues entre plusieurs personnages, ou mettre l'emphase sur les émotions à travers des cadrages plus intimistes et plus serrés. Au final, New Frontier est une discrète démonstration de l'incroyable palette de techniques dont disposait Cooke et il faut bien plusieurs lectures pour en découvrir toute l'étendue. Mettant en scène l'espion King Faraday, un personnage déjà présent dans New Frontier, cette courte histoire se déroulant en 1956 est un petit bijou graphique qui, en l'espace de seulement 8 pages, nous offre une leçon de design et d'expérimentation. Cooke, qui a été lui-même graphic designer publicitaire avant de percer dans l'animation et le comics, semble s'inspirer ici de nombreuses influences. On retrouve les traits esquissés de dessins de mode, les décors tracés en aplat des illustrations des années 50 et l'usage de couleurs vives issues du pop art des années 60. Chaque case devient ainsi un fascinant enchevêtrement de techniques au rendu totalement unique. Mais ce qui m'a réellement fasciné dans cette histoire, c'est la façon dont Darwyn Cooke va faire basculer petit à petit l'ambiance graphique à mesure que le héros s'enfonce dans un récit dramatique. Cela se traduit tout d'abord par l'abandon progressif d'une ligne claire et fine au profit de coups de pinceau noirs et d'un ancrage qui semble de plus en plus présent, hâtif et brut de décoffrage. L'élégance fait place à l'urgence et à la confusion des formes, notamment dans les scènes violentes. Enfin, le travail sur la couleur contribue lui aussi à ce changement radical d'ambiance. Les tons pastels du début sont brutalement interrompus par un rouge sang au premier acte de violence et la suite verra la disparition des teintes apaisantes au profit de couleurs sombres ou blafardes avant de se conclure dans une ambiance grise qui souligne l'absence de manichéisme de l'histoire. Le style graphique de Darwyn Cooke sur cette extraordinaire série d'adaptations semble un aboutissement logique compte tenu de ses précédents travaux. On y retrouve le trait épais et les aplats que l'on avait appris à aimer dans Selina's Big Score, le souci d'équilibre entre les caractérisations presque cartoon des personnages et le réalisme épuré des lieux et accessoires appréciés dans New Frontier, ainsi que l'utilisation d'une palette de couleurs simplifiée mais intégrée intelligemment comme vecteur d'ambiance et comme extension indispensable du trait et de l'ancrage. Cooke y mixe aussi toutes ces techniques narratives,
qu'elles soient issues du cinéma ou de l'art séquentiel. On y croise ainsi des travelling avant, des panoramiques, au détour de silhouettes en ombre chinoise ou de pictos présentant les protagonistes. Darwin Cooke se permet même dans une séquence d'ouverture du premier tome de ne mettre quasiment aucun texte pendant plusieurs pages, portant uniquement sa narration à la force de son découpage. Enfin, son choix de supprimer les contours de ces cases peut paraître désarmant au départ, mais il n'est aucunement nuisible à la lecture. Outre le fait que cela semble aller dans la logique de l'épure du trait du reste de l'œuvre, j'ai eu l'impression que, en faisant cela, Cooke ne cherchait pas à renier la nature comic book de son œuvre, mais au contraire à en rappeler la filiation avec les romans pulp. Car dépourvues des bordures et des gouttières, ces cases se rapprochent finalement des illustrations qui venaient alimenter l'imaginaire du lecteur de pulp, et compte tenu de la façon dont Cooke a lettré lui-même à la main les textes pour qu'ils s'intègrent harmonieusement au sein de la page, on peut penser qu'il souhaitait rendre hommage à cette complémentarité entre les images et les mots, à une époque où les deux se font parfois la guerre au sein des comics. Je ne vais pas y aller par quatre chemins, cette courte histoire est pour moi un chef-d'œuvre absolu dans sa façon de mettre en scène Batman, mais aussi en termes de storytelling. C'est en fait un remake du récit Night of the Stalker, paru dans Detective Comics 439, écrit par Steve Englehart et dessiné par Vin et Sal Amendola et ancré par Dick Giordano. Une mention étrange précise d'ailleurs d'après un incident décrit par Neil Adams, ce qui laisse à penser que le meurtre du couple innocent au début de l'intrigue est malheureusement tiré de faits réels. Mais au-delà de cette tragique inspiration, ce qui me fascine dans ce comics, ce n'est pas tant son récit très linéaire et prévisible que l'incroyable mise en image de Darwin Cooke. L'artiste a su, selon moi, trouver la parfaite traduction visuelle de ce que devait être une histoire de Batman. Tout d'abord, il reprend sa construction des cases à base d'aplats de noir pour sculpter dans les ombres chaque image. Mais il ne recourt pas pour autant à un trait épais comme dans Selina's Big Score et laisse au contraire de nombreux contours centrés. Et c'est là que la complémentarité avec la couleur entre en jeu. Cooke utilise globalement 4 palettes de couleurs pour traduire la montée de la tension tout au long du récit. 2 d'entre elles, au début et à la fin, sont assez similaires car nous sommes à ce moment-là du point de vue de Batman. Les 2 autres palettes sont plus proches d'une ambiance de film d'horreur car nous sommes alors du point de vue des criminels chassés par le justicier et la couleur traduit la progression de leur peur. A noter aussi que Cooke adopte ici le fameux ciel rouge utilisé dans la dernière saison de la série animée Batman. Mais ce qui fait selon moi de ce récit un incontournable, c'est son découpage. Là où la version d'origine était classiquement ponctuée de beaucoup de dialogues et captions explicatifs, l'adaptation de Darwin Cooke est, quant à elle, épurée de textes superflus. Tout passe par l'image et il se permet même quelques ellipses dans les actions de Batman pour renforcer encore plus la vision presque surnaturelle qu'en ont les criminels. Avec des cases proches du format du storyboard d'animation, Cooke enchaîne donc les péripéties avec une parfaite maîtrise du rythme et du montage et parvient à multiplier par 100 l'intensité de l'histoire originale. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de vous plonger pour la première fois ou à nouveau dans les planches de Darwin Cooke. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous aimez aussi cet artiste et quels sont vos comics préférés dans sa bibliographie. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou à vous abonner, car cela fait toujours plaisir de savoir qu'on a pu au moins distraire 1000 fois une personne, non, une fois 1000 personnes, non, 1000 fois 1000 personnes, bref. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous et soyez suprêmes.